Dimanche 13 octobre 2019, vous êtes sur RTI 1, c'est l'heure de votre journal. D'ici à 2023, un centre d'oncologie et de lutte contre le cancer verra le jour en Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a annoncé cette nouvelle hier au cours du lancement des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias ivoiriens ont été invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce tueur. Amadou Koulibaly, lui, est à Marrakech, au Maroc, où il prend part à la World Policy Conference, cet espace de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale. Vous allez le voir, lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre s'est prononcé sur les sujets d'intérêt nationaux et internationaux. 8 ans après le printemps arabe et la révolution du jasmin, 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur nouveau président entre l'universitaire Kaïs Sayed et le magnat des médias Nabil Karoui. C'est le troisième vote en moins d'un mois. Le taux de participation aux deux précédents scrutins ont été faibles, 49% et 41,3%. L'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, c'est une organisation destinée à appliquer l'entente internationale sur le cacao. Elle compte une cinquantaine de membres qui sont à la fois les pays producteurs et les pays consommateurs de cacao. Abidjan abrite le nouveau siège de l'institution depuis avril 2017. Comment se porte l'industrie cacaoyère mondiale? Quels sont les enjeux d'une économie cacaoyère durable? Pour en parler, nous avons invité sur notre plateau le directeur exécutif de l'ICCO, Michel Arion. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Gabi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans 30 minutes. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 27 en mourra. La lutte contre le mal s'accentue et les médias s'impliquent davantage dans la sensibilisation, d'où le lancement hier des journées de mobilisation des médias en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a annoncé d'ailleurs la construction prochaine à Grand-Bassam d'un centre d'oncologie et de lutte contre le cancer du sein. La pilule augmente-t-elle les risques d'avoir un cancer? Le soutien-gorge, le déodorant, jouent-ils un rôle dans le développement du cancer? Certains fruits sont-ils anticancérigènes? Autant de questions suscitées pour entretenir le public sur le cancer du sein lors de la cérémonie officielle de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein, JMMC. Cette journée, colorée tant par la qualité des invités, a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Informé pour briser le mythe du cancer, elle est motive pour l'ONG Ecomédia qui entend vulgariser l'information sur ce fléau. Une femme sur deux en Côte d'Ivoire consulte tardivement. Il y a plus de 1000 décès qui sont occasionnés à cause du cancer du sein. Malheureusement, ces femmes décèdent par ignorance. Elles ne sont pas informées. Nous avons ressenti tout de suite un déficit d'information en tant que professionnels des médias. Nous jouons un rôle essentiel au sein de la société. Nous avons le devoir d'éduquer, de divertir, c'est vrai, mais surtout d'informer. C'est comme ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour organiser ces journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, mais surtout pour sensibiliser les femmes au dépistage précoce. De 2000 à 2012, les statistiques sur le cancer en Côte d'Ivoire ont connu une hausse considérable. La prévalence est passée de 25 sur 100 000 à 36,6 sur 100 000 en 10 ans. À ce jour, on dénombre plus de 2000 cas par an, avec 54% de décès. Ces chiffres ont amené le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme. Le gouvernement ivoirien a décidé d'inscrire cette pathologie au rang des priorités nationales. Ainsi, un programme national de lutte contre les cancers a été créé depuis 2008 pour la coordination des activités de dépistage des cancers et de leur traitement. En ce qui concerne la prise en charge de la maladie cancéreuse, elle associe plusieurs étapes, notamment la chimiothérapie de base pour toutes les patientes, la chirurgie, la radiothérapie. Ainsi, un registre de cancer est installé au CHU de Treichville. 2 centres de sérologie ont été créés au CHU de Treichville et à l'INHP. La création de 3 centres de diagnostic avec l'immunohistochimie pour bien orienter les traitements des malades atteints du cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur 84 000 personnes dépistées, 8 500 précancéreuses sont prises en charge.
Première cause de décès chez la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire, pour Daniel Cablan-Duncan, il est temps de vaincre ensemble ce tueur silencieux. Il faut d'abord n'avoir pas peur de se faire dépister. C'est ça le message fondamental qu'il faut indiquer. Et tous les cas qui sont des cas sociaux, qu'on les pose. Le ministre est là pour essayer donc d'aider à résoudre ces cas là-bas. On a même envoyé justement des cas même jusqu'en France. Pour ce faire, le gouvernement prévoit d'accroître la capacité des centres de prise en charge avec la création de nouveaux centres d'oncologie médicale. L'État de Côte d'Ivoire va construire un centre régional de référence de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand Bassam d'un coût de plus de 80 milliards de francs CFA. Il sera bâti sur une superficie d'environ 5 hectares avec une capacité d'accueil pour les hospitalisations de plus de 200 lits, 4 bunkers, 2 salles opératoires et des équipements de haut niveau pour le diagnostic précoce et la prise en charge complète de tous les cancers. La 3e édition de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein se situe dans le cadre des activités de la plateforme dénommée Octobre Rose qui vise à mener des actions conjointes et concertées pour la lutte contre le cancer. Un reportage signé Astou Touré. Je vous le disais dans les titres, Marrakech abrite en ce moment la 12e édition de la World Policy Conference. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y est l'invité spécial. Il s'est exprimé hier sur des sujets d'intérêt nationaux et internationaux. Le compte-rendu d'Herman Guivet, notre envoyé spécial au Maroc. La World Policy Conference, la conférence sur les politiques mondiales, ouvre son cadre de réflexion et pour cette 12e édition de la WPC, un invité de marque, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. Thierry de Montbrial, initiateur de ce cadre d'échange, fait l'état des lieux de la réalité internationale telle qu'elle se présente. Seule une Europe solide pourra peser face aux deux puissances impériales en compétition pour les prochaines décennies ou aux autres mastodontes comme l'Inde ou le Japon. Autour du chef du gouvernement ivoirien de prendre la parole. De Marrakech, je me rendrai à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je compte bien poser à nouveau, au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du financement des infrastructures en Afrique. Nous devons imaginer la possibilité que les fonds de la Banque mondiale servent d'effet de levier pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de financement des infrastructures en Afrique. Nous affirmons notre préférence pour le multilatéralisme, qui privilégie l'approche de prise de décision par consensus, ce qui permet aux plus faibles, du point de vue économique, de participer à l'élaboration des règles qui régulent le commerce international. Propos suivis d'un message du Premier ministre français Édouard Philippe, délivré par un émissaire. Place au débat. Le chef du gouvernement ivoirien répond aux questions des participants, des questions liées au développement durable, l'insécurité, les accords de partenariat économique APE. La Côte d'Ivoire, en tout cas, nous avons fait nos calculs et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un accord donc gagnant-gagnant. Et c'est bon de noter que sur 15 États de la CEDEAO, 14 donc, ont signé l'accord. Le phénomène de la migration, tout y passe. Morceau choisi. La notion donc, de micronationalisme est plutôt en train de disparaître au profit d'espaces régionaux. L'histoire est à l'ouverture de grands ensembles et c'est à cela que tous les chefs d'État du continent travaillent. Ce problème du terrorisme au Sahel, nous avons décidé de montrer ce signal en disant nous mettons des ressources, nous allons nous organiser donc, en tant que sous-région pour envoyer des troupes, etc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et réfléchir à une intervention vraiment de la communauté internationale pour régler donc ce problème. Des positions du chef du gouvernement ivoirien fort appréciées par l'auditoire, Amadou Gon Coulibaly se réjouit de ce cadre d'échange. Nous en appelons donc à ce que, au niveau mondial, qu'il y ait le plus de concertation pour que les règles du commerce international soient définies donc ensemble et que ces règles soient équitables pour permettre donc à tous les pays de tirer profit donc pour leur économie et pour leur population. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, devrait intervenir en début de soirée pour également faire part de sa vision, de ses propositions pour un monde plus juste et plus prospère. 48 heures d'échange et débats autour de sujets riches d'intérêt, la santé en Afrique, le commerce, investissement direct et confiance, le rôle de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie
dans la mondialisation. Ce 13 octobre est la journée internationale de la réduction des risques de catastrophes, journée désignée par les Nations Unies en 1989 en vue de promouvoir une culture de la sensibilisation et de la prévention aux effets des catastrophes. Ici en Côte d'Ivoire, une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes a été mise en place. Les catastrophes naturelles affectent chaque année des millions de personnes dans le monde. Les pertes et dommages qui en résultent sont tragiques. Les catastrophes influent également sur le développement car on estime qu'elles entraînent chaque année des pertes économiques de 250 à 300 milliards de dollars. Pour ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, le mois de juin 2018 reste désormais gravé dans les mémoires collectives car, suite aux inondations de la ville d'Abidjan, ce sont 22 de nos concitoyens qui ont perdu la vie et pour d'autres, des biens matériels. Contre la vulnérabilité des populations, le gouvernement a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Cette plateforme sert de catalyseur pour une meilleure compréhension et connaissance des aléas ou risques afin de donner des orientations aux différentes parties prenantes pour intégrer les mesures d'atténuation des risques et de relèvement suite aux catastrophes dans la planification du développement au niveau sectoriel et local. En cette journée internationale de prévention des catastrophes, le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les populations à quitter les zones à risque, à éviter d'obstruer les caniveaux par des déchets et au respect des règles d'urbanisme. Et pour une coïncidence, c'en est une. C'est un week-end particulièrement pluvieux en Côte d'Ivoire, des pluies diluviennes qui causent des dégâts énormes, mais aussi des pertes en vie humaine. Bravant ces fortes pluies, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est descendu hier sur le terrain pour constater les dégâts. Vagondo Diomandé en a profité pour appeler les populations à la vigilance et au respect des mesures de prévention. C'était au micro d'Abou Sanogo. C'est sous une fine pluie que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, est allé constater les dégâts causés par la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan. Première étape, Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Ici, un pan de la clôture de cette villa s'est affaissé sous le poids de l'eau. Aucune perte en vie humaine. Les habitants du quartier saluent la promptitude du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous disons merci vraiment à monsieur le ministre qui est promptement venu pour nous soutenir. Deuxième étape, Riviera Palmeret, toujours dans la commune de Cocody, avec le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et le directeur général de l'Office national de la protection civile, Kilifiakre Fanyidi. Le ministre Vagondo Diomandé s'imprègne des dégâts causés par la montée des eaux. Une situation qui inquiète les riverains. Même s'il ne pleut pas sur la Palmeret, l'eau, on ne sait pas d'où ça quitte. Tout ça, tout ce secteur-là. Je suis très fier de vous voir là, les pieds dans la boue. Vraiment, ça fait du bien. Si on évite de jeter des ordures, de boucher les caniveaux, de jeter des sachets plastiques, ça va éviter ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui. Effectivement. D'accord? Ça, je suis d'accord. Moi, je compte sur vous et j'espère que le message va passer. C'est au commissariat de police du 35e arrondissement à la Riviera que le ministre Vagondo Diomandé a achevé sa tournée. Des dispositions ont été prises par la police. On a essayé de faire un balayage pour voir si, à part les stations d'eau, il n'y a pas eu de maisons, de ménages inondés. Mais heureusement, il n'en a pas eu. Pour les circulations. Sur les circulations, on a occupé, on a arraché tous les points pour faciliter la circulation des usagers. Vagondo Diomandé appelle à la vigilance, car cette pluie a fait des victimes. Il était donc important qu'au nom du gouvernement, que nous fassions un tour sur le terrain pour nous rendre compte des dégâts que la pluie a pu causer. Malheureusement, 6 de nos compatriotes ont perdu la vie suite à ces pluies diluviennes et ça nous donne l'occasion de rappeler les consignes de prudence. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, appelle aussi à la prudence. Nous sommes en période de saison dite petite pluie, donc que chacun prenne ses dispositions. Évitons dans nos véhicules de nous aventurer dans les voies qui sont déjà inondées. Dans nos domiciles, une fois qu'il y a l'inondation, évitons de
toucher aux appareils électriques. Les populations sont invitées à être vigilantes et à rester attentives aux messages d'alerte du gouvernement. Depuis donc vendredi, des pluies diluviennes s'abattent sur Abidjan et sur plusieurs régions du pays. Malgré les alertes météo de la Sodexam relayées par plusieurs organes de presse, on note avec regret 6 morts, dont 5 dans le district autonome d'Abidjan, 1 mort à Mans et de nombreux dégâts matériels. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement ses sincères condoléances aux familles éplorées et les assure de son soutien total. Le gouvernement demande aux populations d'observer les mesures de prudence en libérant les zones à risque d'inondation et en évitant de jeter des ordures ménagères dans les caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rassurer les populations que le gouvernement continuera de suivre la situation avec une attention particulière et reste mobilisé afin de parer à toute éventualité. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire n'est pas un cas isolé. Aucune partie de la planète n'est épargnée par les catastrophes naturelles. Au Japon, par exemple, le typhon Agibis a déjà causé la mort d'au moins 11 personnes. 16 autres sont portés disparus. Tokyo est paralysé. Plus d'un demi-million de foyers dans la région capitale sont sans électricité. Fukushima est en alerte. C'est le plus puissant typhon à frapper le Japon depuis 60 ans. Les éléments se déchaînent dans l'archipel. Agibis est plus grand en superficie que le pays lui-même. Après la pluie, vivement le beau temps. Plus de 24 000 candidats composent cette année pour le concours direct d'entrée à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Hier samedi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, était à Trècheville pour procéder au lancement du concours de la filière infirmier. On retrouve Grace Kando qui y était pour RTI. La pluie qui s'est abattue ce samedi sur le district d'Abidjan n'a pas empêché la tenue du concours des infirmiers de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'ouverture de la seule épreuve les concernant, culture générale, français et SVT. Sont concernés 24 100 candidats. Comme on vient juste de commencer, la compose se déroule bien. Un peu de stress, que ça va aller. L'épreuve est abonnable. J'espère que je ferai partie de ceux qui seront admis. Bon, j'essaie de lire les questions, c'est facile. Je pense que ça va aller. Débuté depuis le 4 octobre, les concours directs d'entrée à l'INFAS, session 2019, enregistrent cette année des innovations. La filière, par exemple, des sages-femmes, qui était occupée seulement par les femmes, a été ouverte aux hommes, sous l'appellation de bioéthiciens. Ils vont donc être des infirmiers sages-femmes. La deuxième innovation, c'est la filière de techniciens supérieurs en biomédical, qui assure la maintenance du matériel médical dans les hôpitaux. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du gouvernement qui consiste à former un personnel qualifié. La santé est devenue une véritable priorité. Pour ce faire, il faut disposer d'un capital humain. C'est la raison pour laquelle il nous tient à cœur de suivre de près, au nom du gouvernement, tout ce qui concerne la formation. Il ne s'agit pas seulement de former beaucoup, mais il faut que ceux qui sont formés aient la performance nécessaire pour que chaque population ait droit à des soins de santé de qualité. Après le concours des infirmiers, ce dimanche, ce sera le tour des sages-femmes et bioéthiciens. Cette année, environ 38 000 candidats répartis dans 8 filières concourent pour 3 500 places. Les résultats seront connus fin octobre. Là, on était à Abidjan. Du côté de Bouaké, ce sont 5 340 candidats exactement qui rêvent de devenir des infirmiers diplômés d'État ou des sages-femmes. Sur place, les autorités locales ont encouragé les candidats avant de les exhorter à s'éloigner de la tricherie. Le témoignage de nos confrères de RTI Bouaké. 3 164 candidats à l'assaut de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé pour la filière des infirmiers diplômés d'État, face aux épreuves de français. Suivront la culture générale et la biologie. C'est ma première fois de passer le concours.
le sujet est abordable, c'est pas compliqué, ça va. Les sujets sont abordables, je suis à moitié confiant, ça va aller. Ils sont repartis sur 4 centres. Ces 3164 candidats au concours des infirmiers diplômés d'État vont céder leur lieu de composition à 2176 prétendants au corps des sages-femmes et maïeuticiens. À tous ces jeunes, les autorités prodiguent des conseils et expliquent les innovations. Il y a une innovation cette année. Le concours qui était destiné aux sages-femmes, c'est-à-dire au sexe féminin, est ouvert cette année au sexe masculin. Donc les maïéticiens, là, ce sont des hommes qui vont subir la formation de sage-femme, exercer plus tard comme sage-femme. Nous avons besoin de personnel de santé en nombre suffisant et en qualité. Et pour la qualité, ça passe par ce concours. Nous voulons donc vous encourager à travailler, éviter de communiquer, concentrez-vous sur ce qui vous est présenté et on espère que vous serez admis. Au total, 5340 candidats postulent pour l'entrée à l'INFAS dans les centres de Bouaké sur 37 915 candidats au plan national. Les résultats de ce concours seront proclamés dans un mois. Sur place à Bouaké, alors que certains cherchent à gagner leur vie en travaillant et de façon honnête, d'autres ont choisi la plus mauvaise voie. Profession, coupeur de route, zone d'activité, l'axe Bouaké-Katiola-Timbe. Si les populations de Bouaké et du Hambol en ont longtemps souffert, elles peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Depuis hier, fin de course pour ces 2 présumés braqueurs, grâce aux efforts et à l'habileté de la gendarmerie nationale de Bouaké. Reportage Boubacar Silla, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. 2 présumés coupeurs de route viennent de tomber dans les filets de la brigade de sécurité routière 2 de la gendarmerie de Bouaké. Armés de Kalachnikov, ces 2 individus ont été arrêtés et désarmés à Bouaké après plusieurs mois de terreur sur l'axe Bouaké-Katiola-Timbe. Ces malfrats et leurs complices en cavale sévissaient aussi dans les localités de Saint-Fra et Boisflé où, selon des investigations de la gendarmerie, ils auraient pris part à l'assassinat du MDL-chef Nandjui Kofi de la brigade de gendarmerie de Saint-Fra le 10 juillet dernier et d'un Chinois à Boisflé. Je viens du Saint-Fra. Je suis venu à Bouaké ici. J'ai payé un mouton avec une pile. Quand je suis venu, il m'a donné un sachet bleu d'aller remettre à ce type, à Frolan. C'est là, il a donné mon numéro à lui, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, c'est là, dès que je suis descendu de la véhicule, je l'ai donné. Quand ils sont allés regarder le châssis, ils ont vu qu'il y avait des munitions dedans. Cette interpellation fait suite à plusieurs autres effectuées par les éléments de cette unité spéciale de la gendarmerie nationale de Bouaké, déterminés à en découdre avec le phénomène de coupeurs de route. De quoi rassurer la population et les opérateurs économiques des régions de Bouaké et du Hambol. Afin de mieux traquer les malfrats, les responsables locaux de la gendarmerie nationale souhaitent la collaboration des populations pour mieux accomplir leur mission. Évoquons à présent la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne qui se renforce de plus en plus. Du 9 au 11 octobre dernier se sont tenues les négociations intergouvernementales entre les 2 pays. C'était au ministère des Affaires étrangères ici à Abidjan. Et la bonne nouvelle, c'est entre autres la création imminente d'un bureau économique et commercial en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Moussa Konaté. Reprise des négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Interrompue depuis 2002, il s'agit pour les 2 pays de renforcer leur coopération et favoriser les investissements. Pendant 3 jours, la délégation allemande et les autorités ivoiriennes ont échangé sur différents sujets dans les domaines de la santé, de l'environnement et l'agriculture. L'une des décisions importantes de cette rencontre est l'ouverture en Côte d'Ivoire d'un bureau économique et commercial par l'Allemagne. C'est un bureau pour inciter aussi les investisseurs de l'Allemagne et de l'Europe d'arriver ici. Et ça peut aider beaucoup s'il y a un bureau qui peut faciliter les choses avec les investisseurs, parce que les investisseurs allemands, c'est clair, il y a des grandes entreprises en Allemagne aussi, mais la grande force de l'Allemagne, ce sont les petites et moyennes entreprises qui investissent dans tout le monde aussi. Amélioration du climat politique. Performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire, des atouts qui ont contribué au retour de ces négociations intergouvernementales.
l'Allemagne apportera son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre du compact avec l'Afrique du G20 qui se tiendra à Berlin. Pendant les prochaines conférences à Berlin avec le président de la République et avec l'invitation de G20 et Mme Merkel, à Berlin, nous voyons aussi des nouveaux engagements significatifs pour la Côte d'Ivoire dans le futur que nous avons déjà discuté pendant ces négociations. Les grandes questions, c'est comment engager pas seulement l'Allemagne, mais aussi les autres pays G20 pour cette initiative qui est un peu de mobiliser le secteur privé des pays G20 sur la base des réformes qui sont prises de la Côte d'Ivoire. Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire existent depuis 1960. Le volume des échanges entre les deux pays est estimé à 656 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, est un marché important pour l'Allemagne, deuxième consommateur du chocolat après les États-Unis. Les Tunisiens, eux, sont aux urnes. Le second tour de la présidentielle oppose ce dimanche le juriste Kaïs Sayed au mania des médias Nabil Karoui. De 24 prétendants au premier tour, il n'en reste plus que 2. Les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures. Le taux de participation à ce second tour sera observé de près. En effet, le premier tour de la présidentielle et les législatives ont été marqués par une faible participation, respectivement 48,98% et 41,32%, et de très nombreux votes blancs. C'est dimanche, on va prier. Et là, on se joint à la communauté catholique Marie, mère de la charité chrétienne, qui a organisé cette semaine, en ce début du mois de Rosaire, une procession dans la commune de Yopougon. Occasion pour les fidèles chrétiens de remercier la Sainte Vierge pour tous ses bienfaits. Christ Ephraim Diomondé et Salimatou Dia les ont suivis pour vous. Reportage. Yopougon, commune de la capitale économique. 5 km de procession dans une ambiance de joie pour célébrer la Sainte Vierge Marie, mère de la charité chrétienne. De Saint-André au palais de justice de Yopougon, en passant par la paroisse Saint-Pierre, la base CIE jusqu'à la paroisse Saint-Timothée, les fidèles chrétiens catholiques venus du Gabon, du Cameroun, du Mali et du Burkina, ensemble avec les Ivoiriens, ont exprimé leur gratitude à la mère de Jésus dans ce mois du Rosaire. Avec tous les fardeaux qu'on a, venant des différents pays, pouvoir lui parler, pouvoir lui confier et l'écouter, rester avec elle. J'ai traîné dans ma vie ce que j'appellerais un mauvais sort, que j'ai traîné pendant 40 ans. Et quand j'ai connu Marie-Mère de la Charité chrétienne le 9 mai 2013, je me suis adressé à elle comme elle nous le demande, c'est-à-dire avec la prière du cœur, une semaine jour pour jour. Je me suis retrouvé vraiment jusqu'à ce jour. Je n'ai plus jamais traîné de sort et tout est rentré dans l'ordre dans ma vie. Cette procession, c'est aussi des prières constituées de chapelets d'éloges à la bienheureuse Vierge Marie. Accorde-nous la grâce de pouvoir te prier, ô Sainte Vierge. Donne-nous la force de faire face à tes ennemis. Bénie soit la mère de Dieu, Marie la plus sainte. Marie, mère de la charité chrétienne, envoyée en Côte d'Ivoire par le Père éternel à la demande de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour restaurer l'Afrique et restituer aux Africains leur dignité bafouée. La Vierge Marie, qui a décidé de visiter les enfants de Yopougon, elle est venue pour mettre fin à tous nos soucis de sorcellerie, parce qu'elle a eu le pouvoir auprès de Dieu pour écraser la tête de Satan. Elle est venue pour nous redonner notre identité d'enfants de Dieu. Cette procession a été initiée par la communauté catholique Marie, mère de la charité chrétienne, à l'œuvre en Côte d'Ivoire depuis l'apparition de la Vierge Marie à sa servante Chantal en 2005. Voilà pour le chapitre religion de cette édition. On va à la page économie. Le GIABA, c'est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. L'instance a présenté récemment son rapport 2018 à Dakar, au Sénégal. Pour le résumer, en une phrase, on dira que les 17 États membres du GIABA ont enregistré des progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Jean-Jacques Kwameala nous en donnera plus de précisions ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Notre invité est le directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Merci encore, Monsieur Arion, d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose tout d'abord de suivre ce reportage, puis on revient pour l'entretien. Côte d'Ivoire, le pays du cacao. L'épreuve. Première source de devises du pays. 35% des exportations totales à la Côte d'Ivoire,
15% du produit intérieur brut, PIB, 40% de l'offre mondiale de l'or brun. Seulement voilà, l'impact n'est pas à la hauteur des performances du producteur. La production de cacao en Côte d'Ivoire a quadruplé les 20 dernières années. Donc vous direz, oui, un producteur est devenu plus riche, pas parce que le prix a augmenté, mais parce qu'il a vendu plus. En fait, non, parce qu'il y a aussi plus de producteurs. Donc par producteur, il n'a pas vendu plus, pas plus cher, donc finalement, il n'est pas devenu plus riche. À l'origine de cette contre-performance, la faiblesse de la productivité, le vieillissement des producteurs et du verger. Le dernier facteur plombant est structurel. Entre le producteur et la vente à l'extérieur, il y a des intermédiaires. Les frais sont excessifs parce que pas forcément transparents, où il n'y a pas toujours de la concurrence. Ou si vous voulez, les producteurs souvent ne sont pas en possibilité de négocier le prix avec ces intermédiaires. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est le rôle de l'État. Je rappelle que l'État taxe les exportations de cacao à 22% en Côte d'Ivoire. Or, pour plus d'une décennie, le cacao va peser pour beaucoup dans l'économie ivoirienne. D'où la nécessité de la modernisation de la filière. Pousser à une révolution verte, ça pourrait être une action menée à la fois par les paysans, à la fois par les acheteurs qui sont du secteur privé et par le gouvernement pour augmenter les rendements. L'idée, ce n'est pas forcément de produire plus, mais de produire mieux. Produire mieux sur des surfaces plus réduites. Donc d'une part, ça permettra la reforestation et la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Et d'autre part, ça permettra aux paysans, puisqu'avec le même effort, ils peuvent produire plus, de se diversifier. Au-delà de cette action de modernisation, les producteurs se demandent, à tort ou à raison, ce qu'ils gagnent avec la présence du siège de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, ici, à Abidjan. Merci à vous, Noël Niagno. Monsieur Arion, vous êtes le directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle, ses missions? Eh bien, c'est une organisation internationale, comme son nom l'indique, qui rassemble en fait des gouvernements, 52 gouvernements, à la fois les gouvernements des pays producteurs, exportateurs de cacao, et les gouvernements des pays importateurs, consommateurs. Nous représentons environ 90% de la production, on pourrait avoir quelques États membres en plus, et 2/3 de la consommation. Et vos missions, ce sont lesquelles? Alors, nos missions principalement, c'est d'offrir une plateforme de coopération et de dialogue politique entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi à l'intérieur du groupe des producteurs, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui produit, il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi l'Asie. Même si les plus gros producteurs sont africains. Alors, vous n'interférez pas dans les affaires intérieures des États. Ici, par exemple, on a le CCC, le Conseil Café Cacao. C'est quoi vos rapports? ICCO, CCC? Le CCC est, je dirais, membre de la délégation de la Côte d'Ivoire au sein de notre organisation et un membre très actif. Mais notre agenda principal, si on regarde la substance de cette coopération, c'est de discuter ce qu'on appelle les questions de durabilité de la filière du cacao. Et quels sont les grands défis de l'économie cacaoyère mondiale? Alors, comme votre reportage l'a déjà un peu indiqué, le grand défi, c'est ce qu'on appelle la durabilité, mais déclinée à la fois au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau social. Et moi, je commence toujours par la durabilité économique, parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment le nerf de la guerre, c'est le revenu des producteurs. Je pense que c'est là, et c'est d'ailleurs la priorité principale de notre organisation, c'est de faire en sorte que les producteurs aient un revenu, je ne dirais même pas décent, plus que décent, un revenu suffisant pour les sortir de la pauvreté, pour leur permettre d'entretenir leur famille et leur petite entreprise. Vous pensez que c'est pour bientôt, ça? Bientôt, je ne dirais pas. Il faut évidemment replacer cette question des revenus des planteurs de cacao dans le cadre global. Encore une fois, le reportage a très bien indiqué la nécessité de diversifier. Je pense qu'il faut réfléchir au niveau global, mais il faut agir. Nous sommes l'organisation du cacao. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur du cacao. Le changement climatique, la déforestation, ne sont-ils pas aussi des défis? Bien évidemment. Je vais commencer par dire la durabilité économique est la première, la durabilité environnementale est la deuxième.
je crois que ce n'est pas par plaisir que certains planteurs ont déforesté. C'est tout simplement qu'ils étaient pauvres et qu'ils avaient besoin de plus de production. Et pour avoir plus de production, malheureusement, dans un contexte de faible productivité, eh bien, il faut accaparer plus de terres. Donc, on ne résoudra pas, je pense, la durabilité environnementale sans résoudre aussi ou s'attaquer à la durabilité économique. Et il faut dire que tous les défis de la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément transposables aux autres pays producteurs de cacao. Le développement rural, qu'est-ce que vous en faites? Le développement rural dans nos campagnes, les routes par exemple, les centres sociaux, culturels, les infrastructures sanitaires, c'est pas aussi quelque chose à regarder de près pour... Oui, disons que nous, dans le cadre de notre stratégie quinquennale pour les 5 prochaines années, nous expliquons que même si nous recommandons à l'ensemble de nos membres d'adopter des plans nationaux de développement du cacao, ceux-ci doivent s'inscrire dans un cadre plus global de développement rural, comme vous l'indiquez, et de durabilité environnementale. Quand je parle par exemple du revenu des producteurs, nous voulons dire le revenu net moins les coûts. Si un producteur doit payer la terre, doit payer les engrais, doit payer les autres intrants agricoles, s'il doit payer plus cher le taxi-brousse qui va l'amener de sa plantation au village ou du village au centre du marché, il est évident que tous ces aspects de développement économique et des infrastructures de base sont importants. Si on demande aux paysans de couper, d'étêter ces arbres, de les entretenir, eh bien, il faut qu'il ait du matériel, donc c'est un problème global. Et puis il ne faut pas regarder que le paysan. On dit qu'il y a 1 million de producteurs en Côte d'Ivoire, mais il y a surtout 5 millions de personnes qui bénéficient de la filière cacao de près ou de loin, directement ou indirectement. Et bien 5%, c'est 20%, c'est plus ou moins la part de l'agriculture dans le PIB. Et vous avez touché du doigt une problématique, vous parlez des engrais. J'ai envie d'évoquer les semences améliorées par exemple, les produits phytosanitaires, les pépinières, etc. Tout ce qui pourra améliorer... Tout à fait. C'est pour cela que quand la Côte d'Ivoire, par exemple, ou d'autres pays se réunissent au sein de nos instances, les délégations sont composées non seulement des offices de gestion et de régulation du cacao, comme le CCC en Côte d'Ivoire ou le COCOBOD au Ghana, mais aussi les ministères de l'Agriculture, les ministères de l'Environnement, parfois les ministères des Finances, parce qu'on n'a pas parlé de l'importance macroéconomique et pour les finances publiques du cacao. D'accord. On va parler précisément de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, logiquement, fait le prix. Premier producteur de cacao, un peu comme l'Arabie Saoudite pour le pétrole, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que certains économistes disent. Je ne dirais pas qu'elle fait le prix, mais elle y contribue. Elle y contribue. Elle y contribue fortement, à hauteur des 40% de l'offre qu'elle met sur les marchés. On ne peut que se réjouir de voir la Côte d'Ivoire et le Ghana travailler ensemble, puisqu'à eux deux, c'est 2/3 du marché. Donc c'est vrai qu'ils contribuent à la formation des prix, mais il y en a d'autres. Les prix, ce n'est pas uniquement l'offre, c'est aussi la demande et la consommation. Et donc, il est certain que toute question liée au prix nécessite un dialogue entre les exportateurs et les importateurs. Alors, notre organisation n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas une organisation qui s'occupe des transactions financières et commerciales, mais en marge de nos réunions, nous avons toujours des réunions d'une commission consultative où siège le secteur privé, ce qui donne l'opportunité au gouvernement de s'entretenir avec les privés et la société civile d'ailleurs, et d'avoir toutes sortes de réunions en parallèle par la même occasion. Monsieur Arion, ça devrait être le cas pourtant. Vous avez dit tout à l'heure que l'ICCO, c'est un peu la relation entre producteurs et consommateurs, d'où la notion des prix. J'allais vous demander si la Côte d'Ivoire, par exemple, contribue fortement à faire le prix. Pourquoi le prix du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire est plus bas que dans d'autres pays, notamment même en Afrique? Bon, il faut bien distinguer le prix payé aux producteurs du prix international à l'exportation. On ne parle pas la même chose. Alors, le prix au producteur, il est, selon les cas, fixé par le gouvernement ou déterminé par les forces du marché. Ce n'est, je pense, qu'apparemment que le prix payé aux planteurs en Côte d'Ivoire, vous indiquez qu'il est inférieur. C'est vrai qu'il est un peu inférieur au Ghana, par exemple, qui est la référence immédiate. Mais le prix au Ghana s'exprime en CEDI, il ne s'exprime pas en CFA. Oui, mais converti en CFA, c'est beaucoup plus élevé. Pas beaucoup plus élevé. Un peu plus élevé. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de revenu. Le prix fait partie du revenu, mais il ne fait pas
ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Si le paysan en Côte d'Ivoire paye moins cher ses intrants ou paye moins cher d'autres aspects de sa mais qu'il peut perdre également parce que nos taxes sont plus élevées aussi. Alors, les taxes sont plus élevées, mais les taxes sur le cacao. Oui, sur le cacao, on est en train de parler cacao. Non, encore une fois, la fiscalité, c'est global. Il y a d'autres fiscalités. Si la taxe sur l'essence est plus forte ou moins forte dans un pays, ça a un impact. Ou si l'électricité est plus ou moins chère en fonction de la taxe sur l'énergie, ça fait partie, je dirais, de l'ensemble des coûts à prendre en considération. Oui, et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, la coopération en Côte d'Ivoire-Ghana. Vous pensez qu'au bout du compte, on pourrait arriver à faire monter tous ces prix-là? Nous l'espérons. Nous pensons que ça va dans la bonne direction. Nous pensons que les signaux envoyés par la Côte d'Ivoire et le Ghana sont très clairs. Nous pensons qu'augmenter le prix du planteur au planteur est une condition absolument nécessaire mais non suffisante à la durabilité de la filière. Ce sont des questions absolument cruciales et, comme je disais, on ne peut que se réjouir que 2/3 du marché se parlent. En tant que responsable d'une organisation de 52 membres, j'aimerais qu'il y ait encore plus de membres. Et je pense que dans le moyen terme, et il ne faut pas être non plus trop nombreux au début dans la salle, pour discuter de ces questions, mais à terme, je pense que nous pourrons voir une extension du dialogue à d'autres partenaires. On se souvient même, il y a 2-3 mois, en juillet dernier, le Ghana et la Côte d'Ivoire avaient voulu peser sur les cours mondiaux. Ils ont même et obtenir bien sûr une meilleure rémunération de leurs producteurs. Ils avaient suspendu leur vente, mais ça n'avait duré qu'un seul mois. Les producteurs sont les plus pauvres de la chaîne des valeurs de l'industrie du cacao. Oui, tout à fait. On constate, ce n'est pas que dans le cacao d'ailleurs, si vous allez dans le café, c'est encore pire, je dirais. Mais on constate globalement une part très réduite de la valeur des produits de base dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Je dirais que c'est un problème mondial. Je prends toujours l'exemple du yaourt en Europe ou aux États-Unis, où le prix du lait payé aux producteurs ne représente rien par rapport à la valeur du yaourt. C'est un problème global, des prix agricoles très bas, qui sont en général dus à un excédent, parfois petit, minime, mais néanmoins excédent de l'offre par rapport à la demande. Et donc, il faut travailler sur l'offre, il faut essayer de stabiliser la production, mais je pense qu'il faut aussi fortement travailler sur la consommation. Et vous ne pensez pas que si les paysans reçoivent plus de revenus, ils emploieront par exemple des ouvriers adultes et laisseront partir leurs enfants à l'école, ce qui va régler un petit peu le problème du travail des enfants? C'est exactement ça. Quand je dis que la durabilité économique est un préalable à la durabilité environnementale ou sociale, c'est en cela que je pense que si on augmente le revenu du paysan, aucun parent n'aime utiliser des enfants. Tout le monde aime ses enfants. Et si on utilise parfois les enfants ou si on est parfois tributaire de la fourniture de travail d'enfants, c'est parce qu'on est extrêmement pauvre et qu'on n'a pas d'autre solution. Donc oui, la durabilité économique est à la base de tout. Idem pour l'environnement. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'au final, les producteurs, par exemple, se découragent, se détournent de la cacaoculture pour regarder ailleurs, là où la vie est plus simple, où ils pourront s'occuper plus sainement de leur famille? Ce n'est pas inenvisageable. C'est un risque. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, on doit se préparer à une réduction de la production. Mais on a vu dans d'autres pays très importants une réduction très forte. Et je prends les deux plus grands pays industrialisés, ou deux parmi les plus grands pays industrialisés en Amérique latine et en Asie, le Brésil, qui a vu sa production fortement se réduire, et l'Indonésie. L'Indonésie produisait 600 000 tonnes, aujourd'hui ils font 200 000 tonnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent en Côte d'Ivoire, et ils s'industrialisent, et ils transforment les fèves de Côte d'Ivoire et du Ghana en chocolat indonésien. C'est peut-être ça aussi l'avenir. L'avenir. Justement, on va terminer en 30 secondes. Vous avez parlé industrialisation, transformation. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour avoir de la valeur ajoutée dans l'industrie de la transformation? Alors, en 30 secondes. En 30 secondes, la première chose, c'est d'inciter les investisseurs à investir en Côte d'Ivoire et à transformer les fèves en matière semi-finie, en matière... ce qui est fait déjà. Qui est fait à hauteur de un peu moins de 40%. On pourrait monter à 50%. Pour 2 millions de tonnes, c'est pas beaucoup. Pour 2 millions de tonnes, 10% de 2 millions, 200 000 tonnes, c'est vraiment beaucoup. Oui. Mais, non, je veux dire ce qui est fait en ce moment. Oui, bien sûr, bien sûr.
on pourrait très bien travailler aussi sur l'étape suivante, c'est-à-dire beaucoup plus développer l'usage de la poudre comme ingrédient ou du beurre, y compris dans les matières non alimentaires. J'aime bien de faire référence aux cosmétiques qui peuvent aussi être un débouché important pour le beurre de cacao. Merci. Monsieur Arion. Michel Arion, directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Je rappelle que nous avons parlé pendant un quart d'heure des enjeux d'une économie cacaoyère durable. Merci encore d'être venu. Point final, fin de ce 13h. À revoir, bien sûr, sur les www.rti.ci. Merci de nous faire confiance où que vous soyez dans le monde. À vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, on le répétera, on ne le répétera jamais assez. La pluie continue de tomber, elle continue de tuer. Prudence sur les routes et libérez les zones à risque. Très bon dimanche chez vous.